Les Français d'origine maghrébine sont de plus en plus mal dans leur peau. Leur malaise ne peut d'ailleurs que s'aggraver à cause du soupçon de connivence avec le terrorisme qui pèse sur eux, à cause aussi du silence persistant des hommes politiques français. Beaucoup relèvent le fait que dimanche dernier, dans 7 sur 7, sur TF1, le chef de l'État français n'a eu aucun mot pour eux. Pour vous, ce vide de M. Harkoun peut conduire à de graves déboires, on verra lesquels et comment y remédier. Comme on entend n'importe qui souvent dire n'importe quoi sur le sujet, je vous ai demandé de venir ici sur la chaîne Info parce que vous êtes l'un des rares professeurs français de la pensée islamique. Vous enseignez à la Sorbonne, où vous êtes professeur émérite, et vous donnez aussi des enseignements dans les universités américaines, en Europe, en Grande-Bretagne et en Hollande. Bien. Vous regrettez donc qu'on ne ressasse que des paroles d'angoisse liées à l'islam et qu'on n'a jamais un seul mot pour cette nombreuse communauté française d'origine maghrébine. Est-ce que vous considérez que ce silence de toutes les voix qui comptent en France ne peut qu'aggraver le problème? Assurément, et je vous remercie justement de m'inviter pour essayer de dire des choses qui ne se disent pas souvent dans les médias, ni dans la presse écrite, ni dans la presse orale. Nous vivons des moments très difficiles, et cela depuis longtemps, pour cette communauté d'origine maghrébine, et tout particulièrement les Algériens, qui vivent ce drame algérien, évidemment, bien qu'ils vivent en France. Et voici que ce drame vient les rattraper, et nous rattraper tous en France. Et depuis que... Quand vous parlez du drame, c'est-à-dire de ce qui se passe en Algérie actuellement depuis quelques années. Oui, cette guerre civile, il faut bien l'appeler par son nom, qui a évidemment des origines et des causes extrêmement importantes, dont, je le souligne, on ne parle pas assez. On parle essentiellement de la violence, malheureusement, qui s'affirme quotidiennement, et chaque jour nous entendons ce que nous entendons, et voici encore une fois que ceci se transporte en France même. Et il y a de ce fait une double pression qui s'exerce sur cette communauté d'origine maghrébine, pression de ces événements qu'ils vivent et qu'ils continuent de suivre chez eux et sur lesquels, encore une fois, nous avons si peu d'informations et si peu surtout d'horizons ouverts, d'horizons d'espérance. Et on redouble d'angoisse, on redouble de pression depuis que nous avons malheureusement ces attentats qui viennent en France. Et effectivement, nous constatons que on parle essentiellement des attentats d'un point de vue policier, du point de vue de la réponse, évidemment, qui est nécessaire, bien sûr, vis-à-vis de ces attentats, mais on ne parle pas de la situation de cette catégorie de la population pour essayer d'ouvrir justement quelques horizons d'espérance et surtout, dans les communiqués que nous lisons et que nous entendons, ne pas lier, comme on le fait, partout, et tous ceux qui prennent la parole en public, ne pas lier cet ensemble d'événements extrêmement complexes uniquement à l'islam. Nous constatons que c'est l'islam qui prend sur son dos, si je puis dire, tout ce qui se passe ainsi, alors qu'il y a énormément de choses à dire. Or, l'islam n'est pas responsable pour vous de cet état de fait. L'islam est une religion, comme d'autres religions. Bien sûr, je n'ignore pas que beaucoup d'acteurs, de militants, se réfèrent à ce qui, pour eux, est l'islam. Ce qui, pour eux, est l'islam. Mais justement, il ne faut pas exercer cette pression constante sur une religion, c'est une culture, c'est une civilisation, et il est bon justement de dire à ceux qui se réclament de cette civilisation, de cette pensée, de cette culture, qu'il y a quelque chose sur quoi on peut s'appuyer et qui peut être positif, éminemment positif, pour développer un esprit civique dans une société moderne, et non pas pour développer constamment, pour lier constamment l'islam à des événements qui, encore une fois, devraient être analysés davantage pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des événements d'ordre politique, des événements aussi d'ordre psychologique, social, qui sont extrêmement importants, même ici en France, car cette catégorie de la population française, depuis qu'elle existe, on en parle en tant qu'immigrés, on en a parlé longtemps en tant que travailleurs. Vous vous rappelez, on disait les travailleurs nord-africains, maintenant on dit des immigrés et on dit globalement des musulmans. Les musulmans, ça n'est pas
une catégorie à utiliser pour caractériser les problèmes, justement. On oublie d'ailleurs que nombreux sont français. Nombreux sont français et nombreux sont de nationalités, d'origine nationale extrêmement différentes. Ils ont des langues, ils parlent des langues tout à fait différentes. Ils se réfèrent à des cultures nombreuses et tout à fait différentes. Il faut restituer à cette population son pluralisme, justement, culturel, son pluralisme d'expression, et ne pas la désigner globalement par un mot qui, malheureusement, du fait de l'histoire que nous vivons, est constamment lié à des événements tragiques. Il y a donc une double faute à lier constamment ces événements à l'islam, faute d'abord culturelle. Mais qui sont les fautifs? Qui sont les fautifs? D'abord, qui? Vous savez, les fautifs sont très nombreux. Je dirais que d'abord les décideurs politiques, qui sont les maîtres du discours civique, qui donnent le ton, si vous voulez, à tous les Français, et ceux-là utilisent ce vocabulaire et font ce lien. Alors il y a un vide dans leur discours depuis de nombreuses années. Il y a un vide depuis de nombreuses années dans leur discours. Et plus que ça, je dirais qu'il y a un vide dans la vision politique générale du problème justement de la présence de l'islam en France en tant que religion, que culture, que civilisation. Je ne connais pas de politique concertée, claire, qui ait été suivie vis-à-vis de ce problème considérable, non seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe. On en parle beaucoup, on fait beaucoup de colloques, on fait beaucoup de rencontres, mais ça n'aboutit jamais à une volonté politique décidée à apporter des réponses qui sont attendues, qui sont réclamées. Et c'est l'absence de ces réponses qui font que quelques jeunes gens, membres de cette communauté d'origine maghrébine, mais français eux-mêmes, souvent... Vous ne pouvez pas vous imaginer l'attente de cette population, justement, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, parce qu'ils vivent dans un pays où, pratiquement, ils n'entendent pas parler de ce qui les concerne profondément. Et ce qui les concerne profondément, par exemple, c'est de comprendre la genèse, les tenants et aboutissants du drame algérien. Pourquoi ça s'est produit comme cela? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment de l'islam que tout cela monte? Est-ce que c'est du Coran que tout cela vient? Pas du tout. Ça vient d'où? Ça vient de l'histoire de l'Algérie. Et quand je dis l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire de France. Or, nous savons que la France, depuis l'indépendance de l'Algérie, a complètement mis de côté tout ce qui peut éclairer aussi bien les Français, si je puis dire, que ces Français nouveaux qui vivent ici en France. Et par-delà les Français, poser un problème très général du rapport de l'Europe avec les anciennes sociétés colonisées. Et c'est tout le problème de la colonisation. Alors, une deuxième catégorie de responsabilité, ce sont mes collègues. L'université. Les intellectuels. Les intellectuels. Mes collègues. Et ça, je mène un combat depuis très longtemps pour essayer de dire que les spécialistes qui étudient ces sociétés, qui étudient cette culture, etc., bien sûr, nous faisons du travail de recherche scientifique pour accumuler des connaissances et corriger nos connaissances, mais il faut que cette connaissance traverse. Mais professeur, est-ce que cette amnésie française à l'égard d'événements douloureux, là vous citez évidemment la guerre d'Algérie, la première guerre d'Algérie de l'époque 1950, des années 50 jusqu'aux années 60. Il y a des liens profonds. Bien sûr, mais est-ce que cette amnésie française n'est pas générale? C'est vrai pour l'Indochine, c'est vrai pour d'autres pays. Vous savez, je me rappelle d'un article de Jean-Pierre Chevènement. C'est pas culturel. Jean-Pierre Chevènement avait rendu compte dans le journal Le Monde d'un article sur un ouvrage consacré justement à la colonisation de l'Afrique. Il a été un des rares hommes politiques à évoquer la nécessité de reprendre la question de la colonisation, non pas comme une page honteuse qui a été écrite par la France et les autres pays européens, mais pour la reprendre justement avec la responsabilité historique d'intégrer cette page d'histoire à la fois dans le pays colonisé et dans les pays colonisateurs. Il y a une toute autre manière d'en parler, justement pour permettre aux gens de réfléchir sur cet échec généralisé, profond, de tous ces pays colonisés depuis 30 ans, 40 ans qu'ils ont acquis leur indépendance. Que s'est-il passé? Comment expliquer cet échec généralisé? Cet échec généralisé n'est pas dû seulement à l'impréparation ou à la démographie, etc., tous les facteurs que l'on souligne habituellement. Il est dû à un divorce culturel profond
à la pulvérisation des codes culturels de toutes ces sociétés par une politique menée par les nouvelles élites nationales et encouragée, pour des raisons économiques essentiellement, par l'ensemble des pays européens. Il y a là une responsabilité qui n'est pas analysée du tout. Et je mets l'accent sur la culture. La culture, si vous ne donnez pas la culture aux hommes et aux femmes, ils ne peuvent pas s'insérer correctement dans un espace civique. Ça n'est pas possible. Mais là, vous dénoncez donc une lourde responsabilité des hommes politiques français, des intellectuels français, et de ceux qui les relaient d'ailleurs, les journalistes. Absolument. Je n'ose pas trop parler des journalistes, je les remercie quand ils m'invitent, oui. Mais évidemment, je préfère que vous le disiez, vous, plutôt que moi. Et comment éviter alors que le dérapage ne soit de plus en plus important? Parce que vous pensez que de plus en plus de jeunes d'origine maghrébine qui ressentent douloureusement ce vide vont rejoindre les réseaux de la terreur. Ce qu'il faut faire, M. Villeneuve, c'est d'abord, je l'espère, et je fais un appel aux décideurs politiques au plus haut niveau, surtout dans les circonstances où nous vivons, pour dire des choses sur le plan de la culture. Nous avons besoin... Par exemple, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État sur ce chapitre? Du chef de l'État sur ce chapitre, qu'il dise par exemple que l'enseignement de l'histoire de la civilisation islamique doit avoir une place plus grande pour tous les élèves de France, pas seulement, je ne réclame pas quelque chose pour cette catégorie-là, parce que c'est une nécessité aujourd'hui, d'abord culturelle et scientifique pour l'ensemble de l'Europe, car il y a beaucoup de choses à corriger sur la façon dont nous présentons, par exemple, l'histoire du monde méditerranéen. Pour moi, la leçon de Fernand Braudel, grande leçon, c'est un grand historien. Très grand historien, enfin les Français devraient le connaître, elle n'est pas tirée au plan de l'enseignement de l'histoire des peuples dans le pourtour de la Méditerranée, dans l'enseignement de l'histoire au niveau du lycée, au niveau du secondaire. Ça, c'est un appel que je fais depuis des années et des années. Il n'est pas entendu. Il est bon. Et combien d'enfants d'origine maghrébine sont scolarisés, bien sûr. Ils aimeraient bien entendre parler sur un autre ton. Alors d'une manière beaucoup plus ouverte de cette histoire de la Méditerranée qui concerne l'ensemble de l'Europe sur un point de géopolitique qui est entièrement à réviser. Et ça n'est pas fait. Vous voyez comment les choses sont extrêmement liées. Il y a là une responsabilité considérable. Et je parle vraiment en connaissance de cause. Je connais l'état des départements d'enseignement qui existent dans un certain nombre d'universités françaises et d'universités européennes, américaines, en ce qui concerne ce qu'on appelle les études orientales. Il y a là un problème immense, un dossier immense qu'il faut absolument ouvrir. Qu'on a occulté. Il est impensable, M. Villeneuve, il est impensable qu'une religion comme l'islam vive en France sans aucun lieu d'expression scientifique, intellectuelle de cette religion. Une religion a besoin d'une théologie. Et d'une théologie comme le christianisme. Le christianisme a une théologie. Le judaïsme a une théologie. Il a des espaces d'enseignement de la théologie d'une façon scientifique. L'islam, on lui donne des mosquées et il faut les réclamer de la façon que vous savez pour avoir des mosquées. Mais les mosquées ne peuvent pas remplir ce rôle. Les mosquées sont des lieux de culte. Mais vous savez très bien pourquoi on craint de leur en donner de plus en plus, puisque un certain nombre de VRP, si j'ose dire, bien sûr. Voilà pourquoi de ces réseaux de la terreur viennent recruter leurs hommes. Voilà pourquoi il faut éclairer les citoyens. Et en premier lieu les citoyens qui se réfèrent à cette religion, sur ce qu'est l'islam en tant que tradition de pensée intellectuelle. L'islam a une très forte, très riche tradition de pensée intellectuelle, mais on l'ignore. Mais on l'ignore pas seulement en France, remarquez. Je le dis, je le dénonce aussi bien comme je le fais ici, dans les pays musulmans, quand j'y vais et que je fais des conférences. Parce que, là, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais juste vous voyez que voilà une information qu'il faut essayer de donner et sur laquelle il faut insister, que les pays musulmans eux-mêmes ne savent pas parler aujourd'hui de cette tradition de culture. Voilà pourquoi l'islam fonctionne sous forme de slogan politique que rien ne vient corriger. Absolument rien ne vient corriger. Entendez-vous des voix de théologiens qui soient au courant de ce qu'est la théologie aujourd'hui, par exemple, telle que les chrétiens la pratiquent? Il n'y en a pas. Mais croyez-vous que ce dérapage qui s'est déjà amorcé pourra être stoppé relativement rapidement avec le discours que vous tenez? Je crois que ça peut être stoppé, que ça peut justement faire une sorte de choc psychologique positif dans les circonstances où nous vivons, si une volonté politique disait oui,
Nous prenons conscience de cette nécessité et désormais nous allons le faire. Et depuis 20 nous ans, n'allons pas seulement faire un discours. Et depuis 20 ans, nous n'avons que quelques secondes pour finir, et depuis 20 ans, aucun homme politique n'a eu cette volonté. Vous savez, j'en ai connu. Et ce n'est pas faute de les avoir alertés, de leur avoir parlé. Et jusqu'à présent, j'attends les résultats. J'ai rencontré un meilleur accueil personnellement en Hollande, je dois le dire, dans la classe politique aussi bien que parmi les intellectuels, qu'en France, où je vis, où j'exerce ma profession, où les gens me connaissent un peu. Eh bien, nous allons essayer d'y remédier. Eh bien, je vous remercie encore une fois d'y avoir pensé. Merci, et professeur. vous voyez qu'il y a là des choses à dire dans les circonstances dramatiques où nous vivons. Merci. Et merci encore à vous. Merci.